La thématique, c'est donc l'intelligence artificielle une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il y a deux témoignages. Donc le premier, Christina, qui est déjà avec nous, et Laurent, qui va nous rejoindre dans quelques minutes pour l'aspect concret de comment ça s'est passé. Donc je vais partager mon écran et puis te laisser la parole, Christina. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à intervenir. Allumez vos micros pour poser vos questions, interagir ou à intervenir par le chat, comme vous le faites en ce moment pour nous souhaiter bonsoir et bienvenue. Je vais partager la présentation et je te laisse la parole, Christina, pour nous présenter ce projet. Bonsoir à tous. Moi, je viens ce soir vous présenter un projet que j'ai fait. Donc, je suis professeure de technologie à Bourges. J'ai fait un projet avec une classe de quatrième l'année dernière sur le tri des déchets. L'idée est venue de moi. J'ai proposé à la classe de travailler sur le tri des déchets. J'avais en ma possession la mallette Yes We Code IA, où il y avait des caméras Use-Killens. J'avais déjà le kit Yes We Code avec des cartes microbit. Avec mes élèves, donc j'ai voulu travailler sur l'intelligence artificielle, qui est une compétence dans le programme de technologie. Et donc, l'idée est venue de créer une machine qui va reconnaître les gobelets carton, les bouteilles plastiques et les canettes métalliques. Donc, dans un premier temps, j'ai travaillé alors en classe entière. Les élèves étaient répartis en groupes de 4-5 élèves. Pour les initier à l'apprentissage machine, donc j'ai utilisé, comme je vous disais, le matériel la caméra Use-Killens, la carte microbit, avec l'adaptateur pour mettre la carte et pouvoir connecter la caméra. Une batterie, la connexion avec l'ordinateur, c'est surtout pour mettre le programme en fait dans la carte, ou si on n'a pas de batterie, d'alimenter après le système. Les élèves ont d'abord travaillé sur l'apprentissage machine sur un site ClassCode où il y a des petits exercices interactifs qui leur font découvrir, manipuler en fait l'apprentissage machine avec les bases de données. Et puis après, ils ont travaillé sur le programme avec Capital que vous allez voir juste après. Sur mon ENT, dans le centre, on a l'application Capital où il y a donc le logiciel VitaScience qui permet de programmer les cartes microbit, et il y a la fonction IA. Mon programme, dans un premier temps, il y a toute la partie du programme qui permet, avec la carte microbit, de prendre des photos des différents objets. Donc là, moi, j'utilise en fait ça parce qu'on peut utiliser directement l'apprentissage de la reconnaissance d'objets directement sur la caméra, mais c'est assez difficile à manipuler, surtout avec les élèves. J'ai utilisé un petit programme qui permet, avec la touche A de la carte, de faire des photos, et la touche B de la carte permet de changer de catégorie. Voilà la partie du programme sur la gauche qui permet de faire ça. Et après, à la suite du programme, il y a réellement le programme de la carte, où là, quand la caméra reconnaît que l'objet fait partie de la première catégorie, les élèves donc devaient mettre que cette catégorie était les gobelets, par exemple, hein. Donc c'était à eux là de programmer en fonction de la catégorie, la première catégorie qu'ils avaient pris des photos. Le programme disait bon ben si l'objet reconnu par la caméra appartient à la catégorie 1, la caméra devra afficher gobelet, et sur la carte microbit, ça s'afficherait la lettre G, etc. Pour les autres catégories, si les élèves ont pris
en photo, en deuxième partie les canettes, et ben, le programme dit si la caméra reconnaît la catégorie 2, on va afficher canette sur l'écran de la caméra et sur la carte microbit la lettre C. Et si la caméra ne reconnaît ni les gobelets ni les canettes, on mettait un non reconnu avec un point d'interrogation sur la carte. Voilà l'explication en gros du programme. Question, Christina, la notion de variable, hein, c'est quelque chose qui fait partie du programme. Il me semble que c'était des élèves de quatrième. Oui. Est-ce que ça fait partie du programme et est-ce que la notion de variable leur parle? Est-ce que c'est signifiant pour elle et pour eux? Alors, c'est un peu compliqué, oui, c'est vrai. Moi, je leur présente ça comme une mémoire, mais ça vient pas de ça, par contre. Plutôt en troisième, où là, ils l'auront déjà vu aussi en mathématiques, ça va plus parler aux élèves. Mais là, c'est moi qui ai emmené le programme avec, avec cette notion de variable que je leur explique quand on lit et on essaye d'expliquer le programme. Mm. Mais du coup, j'imagine que c'est finalement un service rendu pour les collègues plus tard d'avoir C'est déjà ça. abordé cette notion-là et que Oui, c'est ça. finalement de la tester par la pratique, ça rend les choses plus concrètes et j'imagine tout à fait compréhensibles. Oui, mais il faut bien leur expliquer ça. C'est vrai que c'est un point un peu délicat pour des élèves de quatrième, oui. Mm. Le fait qu'il y ait la catégorie, enfin un traitement dans la chaîne logique, si, alors, sinon, sinon, si, etc., qui est une dernière condition sur les éléments non reconnus. C'était une proposition des élèves également. Oui. Donc ça, je leur fais écrire avant, en fait. C'est-à-dire qu'on va réfléchir avant et je les oblige à écrire le texte avec des si, alors, sinon. Et le sinon, si, en fait, là, c'est dans Capital euh, qu'il se Dans, présente comme ça, en fait. c'est dans Vitations, effectivement, qui est Oui, intégré à Capital que la structuration est présentée comme ça. Ouais. oui, En cliquant sur le bouton plus, on voit le plus en bas du code. c'est ça. Le plus ici qui permet d'ajouter une condition supplémentaire, autant qu'on le souhaite d'ailleurs. Voilà. Et donc les élèves ont dû cliquer et puis ça s'est mis comme ça, oui. Donc la première partie, hein, on est bien clair, c'est moi qui leur ai donné. Et la deuxième partie, c'est plutôt eux qui le font. Et les élèves ont réalisé l'apprentissage, donc la prise de photo, j'imagine aussi avec la caméra. Voilà. Donc ça se fait aussi très facilement avec le bouton A et le bouton B. Avec les touches de la caméra, non. Ça, c'est assez compliqué. Moi, il y en a certains qui vont le faire facilement comme ça, de façon innée, et puis d'autres, et moi-même d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Puisque j'ai la caméra, je peux peut-être refaire un petit point sur cet élément-là. Alors, je vais me mettre en reconnaissance de visage, comme ça la caméra va dessiner. Je pense que vous voyez bien. Alors, je vais peut-être arrêter le partage. Je vais essayer d'apprendre des témoignages que l'on m'a fait au fur et à mesure. Comme ça, la caméra sera un peu plus visible. Donc, il y a un rectangle, un carré autour de mon visage et le bouton d'apprentissage qui est le petit bouton ici. Si je voulais faire un apprentissage, euh, là, je peux bien en faire un. Et si j'essaye d'en faire un autre, mais que je laisse le temps s'écouler au-delà de 4 secondes, je vais avoir le fameux message qui est terrible, qui est celui-ci. Click again to forget. Et là, pour le coup, si je clique dans ce laps de temps, j'ai tout perdu. Et donc, Mmh, l'apprentissage qu'on a pu faire avec les photos, là, je suis en train de le refaire. Et donc, ce dont tu parles, je pense, Christina, c'est ça, c'est éviter c'est cet ça. écueil-là de devoir refaire l'apprentissage par une fausse manipulation, parce qu'on n'a pas fait attention à ce message-là, click again to forget, qui, alors déjà, il faut comprendre nativement l'anglais, mais après, il y a le bandeau de couleur qui est un peu différent quand on est en mode d'apprentissage, il y a un bandeau vert, bleu, Oui, vert. Quand c'est l'apprentissage et quand on voit ce message fatal, click again to forget, on a le bandeau rouge qui doit nous alerter et dire, ah ben non, surtout il faut que je n'appuie pas, sinon ouais, j'efface tout l'apprentissage que j'ai fait. Voilà le petit point que je voulais refaire qui illustre ce dont tu parlais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas s'il y a des témoignages également dans le chat, mais
Je pense que c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser les boutons de la carte microbit et puis de passer par le programme et de programmer Oui, cette étape d'apprentissage comme une autre étape de programmation. Voilà. oui. Je reprends le partage d'écran pour la suite. Donc oui, voilà, alors ça, je l'ai fait tout ça, je l'ai fait en classe entière. Donc en classe entière, quand la caméra reconnaissait une bouteille, ça s'affichait B sur, la carte, une canette C et puis, un gobelet G. J'ai arrêté là après, le travail pour la classe entière et par contre des élèves volontaires sont venus en club entre midi 2 pour aller plus loin dans ce projet de poubelle intelligente. Donc, donc, on est parti sur une poubelle de salle de bain, en fait, et on a voulu essayer de construire un système qui reconnaîtrait bien les déchets et mettrait les déchets dans le bon compartiment dans la poubelle. Donc là, les élèves se sont partagés le travail. Donc c'était des 5 jeunes filles. Elles étaient 5. Il y en a 2 qui ont voulu travailler plus sur la modélisation, sur la conception du fameux couvercle qui va tourner en fait. Donc là, vous voyez, elles ont utilisé en carton plume. Elles ont utilisé un carton plume pour découper les 3 compartiments. Donc, on a mis un servomoteur qui devait faire tourner un couvercle dans le bon compartiment. Donc ça, il a fallu plusieurs tests. On a eu un petit problème aussi, parce qu'au départ, on voulait que ça fasse 360. Puis là, vous voyez, ça fait que 180 parce que le servomoteur qu'on avait à notre disposition ne faisait que des rotations de 0 à 180. Donc ça a été un problème. Elles ont recherché longtemps pourquoi ce fameux servomoteur ne voulait pas faire le 360. Il y avait donc 2 autres demoiselles qui travaillaient sur la programmation, donc adapter le programme vu en classe pour travailler sur pour mettre un servomoteur. Donc c'est elles qui ont eu beaucoup de problèmes avec ce fameux servomoteur. Et puis une demoiselle qui était chargée, comme on disait, de la communication. Donc tout ce qui est prise de photos, de vidéos, réalisation du diaporama pour retranscrire toute l'histoire du projet. Et on est arrivé à ce que vous avez sur la droite, une poubelle voilà, qui reconnaît les déchets pour qu'on puisse bien les trier, faciliter le tri. Avec un support 3D pour que l'ensemble puisse tenir, j'ai l'impression, puisque je vois Oui, l'inscription PIA en bas et c'est de ça, quoi j'imagine à chaque fois et tenir et le shield et la carte et au dos la caméra dans la bonne position. c'est ça, oui, tout à fait. Il y a eu de la modélisation pour ce support. C'est elles qui ont trouvé le nom, PIA, poubelle à intelligence artificielle. Voilà. On peut regarder la vidéo? Oui, Alors j'enlève mon casque pour que ce soit l'audio de mon ordi qui vous permette d'écouter cette vidéo. On se retrouve dans moins de 2 minutes. Nous allons vous présenter la PIA, Poubelle Intelligente. C'est un projet monté par les élèves de 4e 4 du collège Saint-Exupéry. Nous avons créé la PIA, une poubelle à intelligence artificielle, capable de trier les poubelles plastiques, les gobelets carton et les canettes métalliques, grâce à la reconnaissance d'objets. Car les bouteilles carton et métaux sont très peu recyclées aujourd'hui en France, à cause du mauvais geste de tri. Notre système est composé de plusieurs composants. Le servomoteur pour faire tourner le couvercle, la caméra pour visualiser les objets, le couvercle, la carte microbit qui contient le programme pour faire fonctionner le système, et une pile pour alimenter le système. Pour apprendre à la poubelle comment trier les déchets, nous avons sélectionné 3 catégories d'objets. Le métal, représenté par une canette, le plastique, représenté par une bouteille d'eau, et le carton, représenté par un gobelet. Nous avons donc scanné chaque objet de chaque famille. Voici le programme utilisé pour notre système de tri.
Si la caméra reconnaît l'image enregistrée dans la catégorie 1, alors la lettre C s'affiche sur la carte. Le servomoteur tourne d'un angle de 60 degrés. Il attend 5 secondes avant de revenir à sa position de départ. Ensuite, il se passe la même chose, sauf que la lettre sur la carte et l'angle du servomoteur changent. Après, sur l'ordinateur, nous avons conçu un support pour adapter notre système IA sur toutes les poubelles, puis nous l'avons imprimé grâce à une imprimante 3D. Durant le montage du projet, nous avons eu quelques problèmes techniques. Le servomoteur ne tournait qu'à 180 degrés alors que l'on avait besoin d'un angle beaucoup plus grand. Merci à la Fondation C'est Génial de nous avoir fourni le kit. Un petit mot sur cette vidéo, Christina? Oui, donc Objectif, bien sûr. la vidéo, alors, donc là, je dirais que c'est le côté où il faut lâcher prise. C'est ce côté-là qui est le plus dur pour le professeur. En tout cas, moi, ça a été un peu dur. Faut de laisser les élèves faire avec toutes les imperfections que ça peut avoir. Voilà. Sinon, ça a été le travail donc d'une élève en particulier. Hein. Ça a été assez long. C'est un travail qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que si on ne prend pas assez de temps, si on n'anticipe pas plutôt, on se retrouve au mois d'avril sans diaporama ou sans vidéo. Et moi, je dirais qu'en une semaine ou deux, ça ne va pas suffire, quoi. Parce que les élèves, alors surtout en atelier, ils sont pas forcément, ils travaillent pas forcément vite et d'une façon efficace sur ces points-là. En fait, moi, je trouve. Hein. Euh, voilà, les vidéos ont été prises par les élèves avec leur téléphone portable, parce que par contre ça, ils manipulent super bien. Ils arrivent à faire des montages. Par contre, le plus dur après, c'est de récupérer leurs vidéos et de les mettre dans... Parce que bon, moi, j'avais choisi le diaporama, les mettre dans le diaporama. Ça, ça a été assez long et pas toujours évident, voilà, pour les élèves. Ils se sont complètement aidés de ce qu'ils avaient vu en cours. Vous avez vu par rapport à la situation problème. Voilà. Ils ont utilisé des copies d'écran. Voilà. Il y a plein de... Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de notions informatiques, hein. Alors Mm. moi, je peux en parler un peu plus objectivement. Je ne fais que... l'an dernier, nous n'avons fait avec Alexandra et Richard que regarder et présélectionner, vérifier que les vidéos respectaient le cahier des charges, mais on n'a pas évalué les vidéos en tant que telles. Mais par rapport aux nombreux critères, donc la durée, qui est un exercice en soi de présenter tous ces éléments de manière claire, précise, concise. euh, Avec une bonne qualité vidéo, une bonne qualité de son, qu'on arrive à comprendre assez vite de quoi il s'agit, le thème, le cas échéant, s'il y a des droits à l'image, pourquoi pas les élèves qui nous présentent directement, mais sinon l'audio seul, et plusieurs voix, ce qui Mm. donne toujours une représentation. Ben, vous voyez, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. C'est bien un projet dont on parle. La progression, les étapes, le programme, visualiser quelques éléments du programme, ça, de le partager, c'est vrai que c'est important. Et puis, on le voit dans la vidéo, il y a cette clairvoyance, ce partage honnête on aurait voulu, voilà, le projet tel qu'on l'a imaginé, c'était avec une rotation à 360 degrés, et on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc, il a fallu qu'on en tienne compte. Et donc, on prend du temps, et donc de le partager, d'avoir cette honnêteté-là, de dire, ben, ça a fait partie entière et intégrale du projet de s'adapter parce que ce qu'on avait imaginé ne s'est pas produit comme on avait justement en tête. Ben, bienvenue dans le monde réel et merci et bravo à vous d'avoir su vous adapter. Donc c'est c'est très bien de le partager aussi. Et puis on pourrait dire également que là j'ai pas la vidéo mais elle se retrouve je pense facilement que France 3, dans son édition numérique, a fait un reportage. Donc, il y a également une autre vidéo, cette fois-ci filmée par des professionnels, mais
C'est pas la même présentation, c'est pas la même nature, c'est évidemment pas le même rendu, mais c'est France 3 qui fait un reportage vidéo, donc c'est leur métier. Mais c'est un point qui est important, Christina, ce lâcher-prise là, en tant qu'adulte, de laisser les élèves s'approprier leur projet et le présenter tel qu'ils ont envie de le faire, dans la contrainte de temps qui est la leur aussi, puis la contrainte de leurs compétences, mais une montée en compétences qui fait que ils peuvent être fiers de leur résultat. Puis en l'occurrence, ils ont le prix, le projet a été valorisé et reconnu par un prix. Donc bravo et félicitations. Merci pour elles. Oui, oui, oui. Oui, oui, elles étaient très fières. Alors mais même hein, une fois que le projet est fini, que la vidéo est faite, en fait, les élèves, donc c'est ce que je mettais sûrement peut-être après, Dans les points les élèves, positifs. voilà, Hmm. les élèves sont fiers une fois que le travail est fini, que on voit que la vidéo, ben, on voit tout le déroulé dans la vidéo. Euh, Ça leur donne vraiment une valorisation de leur travail. Et moi, c'est pour ça hein, que je participe souvent à des concours et puis régulièrement au concours donc de Yes We Code, parce que vraiment, ça donne une valeur au travail que les élèves font, surtout pour ceux qui vont jusqu'au bout, en fait. Là, j'ai vraiment vu et ça m'a vraiment surpris. C'est pour ça que j'ai fait un atelier après avec cette équipe-là, parce qu'elles se sont vraiment mises en esprit d'équipe. J'ai eu besoin de rien faire par rapport au partage des tâches, à l'organisation. C'était vraiment, C'était en vraiment. autogestion totale en fait. Ah oui, vraiment. Et elles sont venues c'était le vendredi, chaque vendredi. Et, euh, et dès qu'elles arrivaient, elles se mettaient au boulot, quoi. C'était vraiment impressionnant. Ça m'a vraiment impressionné, oui. Voilà, donc le partage des tâches, ça c'est super important. Euh, la prise d'initiative. Et puis, comme vous disiez, ben, je l'ai pas mis ici. Oui, c'est vrai, les compétences numériques, surtout où enregistrer les fichiers, comment renommer ces fichiers, ça c'est super important. Et on voit qu'aujourd'hui, nos élèves, bon, je suis prof de techno, plus en sixième, allez, je le redis, et on voit que là, ben, il y a un réel manque. Euh, Nos élèves ont vraiment du mal à enregistrer, à renommer leurs fichiers, s'organiser en fait dans les espaces de stockage. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment insister. Et quand on fait un projet comme ça à plusieurs, c'est primordial, quoi. Mais sans doute, j'imagine que l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette Oui, et de l'interface digitale immédiate, mais qui n'a pas tout le système de fichiers, donc qui ne comprend pas l'utilisation d'une souris, le clic, le double-clic, l'explorateur, enfin, c'est un univers à part entière, et donc effectivement, ça mm, mérite sans doute de s'y pencher davantage. Merci beaucoup, Christina. J'ai mis fin au diaporama, mais je pense qu'on avait, enfin, c'était la dernière diapo, oui. et je pense qu'on avait tout dit. On a eu un c'est génial dans le chat, donc merci beaucoup pour elle. Je partage ce témoignage et les félicitations. Alors, on va passer au projet de tramway. Le projet de tramway est parti finalement du même programme que Christina, à savoir la caméra use lens, la prise en main. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas trouvé que c'était ultra intuitif de se servir des menus et des boutons qui étaient sur la caméra. Donc, on était parti sur un principe on gère ça avec les boutons directement de la carte et c'est plus facile de passer du mode apprentissage au mode reconnaissance derrière. Et donc, globalement, le but pour les élèves, c'était de partir sur le fait que j'avais eu une expérience de conduite d'une Tesla l'été d'avant et j'avais constaté qu'il repérait tout ce qui était sur le côté de la route, les feux rouges, les panneaux et autres. Et je m'étais imaginé que ça pouvait être sympa de partir sur ce principe-là, sauf qu'avec un véhicule pouvant aller sur la route, ça me semblait beaucoup trop complexe. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas sur le tramway, au moins il peut que avancer et reculer et on n'a pas à gérer le côté droite-gauche. Donc ça me semblait plus simple pour des élèves de prendre en main, sachant qu'on connaissait déjà le parcours
du tramway. Et l'objectif, c'était dans un premier temps de travailler sur le tramway de Tours. Et comme j'ai des élèves qui étaient un peu motivés, on est passé ensuite sur la partie caméra qui n'était pas forcément obligatoire dès le départ. Donc voilà, après, je sais pas si tu peux passer la deuxième diapo ou Bah, la la suite. deuxième diapo. Alors, en deuxième diapo, j'avais mis la vidéo. Ah, t'as mis la vidéo. Eh ben, on peut regarder ce que ça a donné comme résultat. On regarde le Si résultat. certains l'ont pas Je vais vu. débrancher mon casque et on se retrouve dans Ça moins de deux marche. minutes. Donc là, vous avez vu le résultat du montage vidéo. Euh, mais voilà, l'objectif, ça a été fait en option SI-CIT en classe de seconde. Donc alors normalement, c'est soit option sciences de l'ingénieur, soit option création innovation technologique. Mais chez nous, on fait, comment dire, fromage et dessert. Donc en fait, on a fusionné un peu les deux. Globalement, on fait 1h30 par semaine. Et du coup, on est un peu plus souple sur le contenu précis. Le but, c'est de piocher dans tout ce qui est sur les programmes et puis voilà, de se dire un petit peu la partie création, innovation, c'est un peu la partie modélisation 3D, la partie matière, si je simplifie. Et puis la partie sciences de l'ingénieur, on va plus le retrouver sur la partie programmation, justement de la carte microbit et de globalement capteur et la partie information, quoi. Donc l'objectif, c'est que le premier semestre, la classe découvre les deux outils qu'on va utiliser, donc à savoir SolidWorks dans un premier temps et la programmation des microcontrôleurs dans un deuxième temps. Et dès que les phases de découverte, les exercices et que la prise en main est, on va dire, initiée, bah, le but du deuxième semestre, donc souvent c'est à partir du mois de janvier, pas avant, hein, on commence à réfléchir à une idée de projet, puis après on essaie de mettre en œuvre le projet qui a été validé par mes soins avec les élèves. Donc, je laisse globalement l'option aux élèves. Soit ils ont des idées que je valide parce que j'évalue si c'est la faisabilité de ce qu'ils imaginent. Soit je pars sur une idée et après, je leur laisse le choix sur le tramway. Je leur ai pas laissé trop le choix, pour être honnête. Je leur ai montré le robot McQueen. Je leur ai montré les rails parce que j'avais déjà fabriqué les rails en 3D. Et je leur ai dit, bah voilà, l'objectif, c'est à partir du robot McQueen, il faut qu'on arrive à en faire un tramway. Et voici, je vous impose les rails qui correspondent à l'écartement des roues du McQueen. Et puis après, on est parti de ce point de départ-là. Et puis, il a fallu partager le travail parce que c'est des groupes. Alors, normalement, c'est une demi-classe, mais des fois, ça peut monter un peu plus. Donc, c'est entre 16 et 18 élèves maximum. Et le but, après, donc, ça, c'est aussi la diapo d'après, de faire des équipes de 3 à 4 élèves parce qu'à deux, c'est plus une équipe, c'est un binôme. Donc j'impose le fait qu'ils soient trois ou quatre pour justement devoir s'organiser entre eux. Et le but après, c'est de se définir bah, autour du tramway, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc bah, on peut avoir une équipe qui travaille sur les hangars avec la mise en lumière du hangar. On peut avoir une équipe qui travaille sur le quai de la gare avec l'affichage de la distance du tram. On a une autre équipe qui va définir les fameuses roues qui doivent aller sur les rails et puis qui vont faire le châssis du tramway. Donc l'idée, c'est d'avoir suffisamment de travail pour que chacun et de quoi s'occuper sur le projet, sachant que globalement, je mettais des élèves soit un peu plus sur la programmation, soit un peu plus sur la conception 3D. Mais le but, c'est que dans le groupe, à la fin, on ait un résultat. Alors, il y avait aussi un hangar à vélo qui était sur une autre vidéo, un autre groupe qui a travaillé dessus, mais qui n'a pas été aussi loin, qui n'a pas été aussi abouti. Mais globalement, j'avais deux classes qui n'étaient pas en compétition, mais qui travaillaient sur le même thème sans trop savoir, avant la fin du projet, ce qu'avait fourni l'autre classe, en fait. Donc voilà, ça permettait aussi de ne pas faire des projets différents pour tous les groupes d'élèves. J'ai déjà expérimenté par le passé, c'est pas facile à gérer. Donc là, moi, j'avais déjà un peu bossé sur le projet. C'était
Il y a la maquette du tramway, je l'avais déjà travaillée sans la montrer aux élèves, mais je m'en étais servi comme support pour la formation Yes We Code pour les collègues de l'Académie d'Orléans-Tours. Donc pareil, avec la caméra, avec un certain nombre de choses. Donc moi, je savais que c'était faisable. J'avais déjà validé une solution. Le but étant après aux élèves d'arriver à produire quelque chose sans que je leur ai montré la solution au départ. Sur Donc l'échelle de voilà comment temps, ça s'est organisé. ça a pris Ah combien de bah, temps on a sur l'année commencé à scolaire? travailler, on va dire, au mois de janvier, et ça a duré, enfin, de janvier à mai. Alors après, avec les congés, avec les jours fériés, etc., finalement, c'est pas vraiment un semestre, quoi. C'est un peu plus d'un trimestre, on va dire. Mais à raison d'1 heure et demie par semaine. Et pour certains élèves que j'avais aussi en option, enfin en enseignement de sciences numériques et technologies, qui est maintenant obligatoire dans le tronc commun de seconde, qui est à raison d'1 heure et demie par semaine aussi, j'ai certains élèves à qui j'ai pu faire travailler la partie programmation pendant le SMT, parce que c'est aussi au programme, la programmation de ce qui s'appelle l'informatique embarquée. Donc, ce qui a permis à certains élèves on va dire que la partie modélisation, fabrication, ils l'ont fait dans la partie option facultative, et que la partie programmation, ils ont pu aussi passer un peu de temps sur quelques heures de SMT. Dans les exemples de copies de code, de capture d'écran qu'on voyait, il y avait des fonctions. Ça fait partie du programme, des notions au programme? Alors, les fonctions, oui, oui, ça fait partie des choses qu'on peut aborder en programmation Python avec les élèves de seconde en SNT. Donc c'est quelque chose qui au départ ne maîtrisent pas, puis après je leur montre que c'est quand même terriblement pratique quand on doit faire appel à du code à plusieurs reprises. Je leur fais faire découvrir pendant l'année, je sais qu'une toute petite fonction que j'appelle Blink, qui permet de faire clignoter une LED, et à chaque fois qu'ils envoient un message par onde radio, qu'ils reçoivent une information, je fais valider une LED qui clignote, histoire qu'on ait un feedback et qu'on sache que oui, le programme fonctionne, on a bien reçu quelque chose. Donc ça permet aussi de débugger les programmes, de leur montrer qu'une fonction de Blink qui permet de savoir que quand on a reçu une information ou qu'on a émis une information, on a un petit retour de l'appareil qui dit si, si, j'ai bien fait l'action qui était demandée. Ça permet de débugger aussi les programmes et ils comprennent bien l'intérêt, quoi. Juste par rapport à la caméra, je me souviens de projets que je menais il y a quelques années où les élèves partaient toujours sur des idées qui étaient, entre guillemets, bah voilà, le fait de reconnaître des choses en disant, bah oui, on va mettre une caméra, on va reconnaître un objet, on va faire en fonction de ça. C'était de la science-fiction il y a 10 ans. Aujourd'hui, si les élèves me faisaient les mêmes propositions, je leur dirais, d'accord, on va travailler avec la caméra et on a un outil, une boîte noire qui, sans rentrer dans le détail du réseau de neurones, ils comprennent bien qu'il y a une phase où il faut faire apprendre à la caméra à reconnaître et puis qu'après, c'est transparent pour eux, quoi. C'est une boîte noire, ils utilisent la boîte noire et moi, ça me va très bien pour des élèves de seconde, quoi. Ce qui m'empêche pas de leur parler du réseau de neurones, mais en leur disant que c'est pas du tout au niveau d'un élève de seconde et que c'est des choses qui, s'ils sont intéressés, bah, ils pourront voir ça plus tard, quoi. L'objectif, il est bien de les motiver à la programmation. Et quand j'ai des élèves qui viennent me poser des questions sur mais c'est quoi l'option SNT en classe de première, je leur dis ah, c'est plus une option, c'est une spécialité, ça s'appelle numérique et sciences informatiques. Et ben, je me dis que j'ai réussi l'objectif, quoi, de motiver un petit peu à réfléchir à tiens, pourquoi pas l'année prochaine partir sur de la programmation, quoi. Dans le kit Yes We Code de cette année, il y a une seule caméra Husky Lens, de par son coût. Il faut faire des choix. Est-ce que ça resterait utilisable si je me projette dans le cadre d'une utilisation Bah moi, pour un groupe, pour être honnête, tous les élèves n'étaient pas aussi avancés. La caméra se justifiait pas forcément sur le quai de gare, sur les hangars et autres. Donc en fait, bon, une, faut être très clair, c'est peut-être un peu court. Deux, ça serait déjà mieux. Bon après, je sais que pour les collèges, il n'y a pas beaucoup de budget, mais pour un lycée, c'est pas un budget non plus délirant d'acheter un petit peu de matériel en plus. C'est ce qu'on a fait nous au lycée. Comme on a beaucoup de classes, ça fait longtemps que le kit de départ, il n'était pas suffisant. Donc on avait des kits, des versions 1 sur le kit de départ. On a acheté des versions 2. Donc c'est pas j'ai conscience que pour un collège, ça peut être un budget, mais pour les lycées, je pense pas que le budget d'achat de matériel supplémentaire soit un vrai frein. Enfin bon. mais peut-être qu'en Mais tous les cas, de, effectivement, de une posséder ce caméra, c'est un peu matériel, court, ça permet mais de faire le test et permet de valider que le matériel vaut le coup d'être acheté, le cas tout à fait, échéant, tout s'il en à faut fait, tout davantage. à fait. C'est exactement ça. Donc voilà, peut-être petit retour d'expérience. Alors, j'ai pas eu le temps de faire les beaux visuels de Christina, mais sur les points d'attention, les points positifs, négatifs, la difficulté à respecter le planning, parce que finalement, voilà, entre les congés, les jours fériés, les formations, etc., on se retrouve toujours à pas avoir assez de temps, et c'est toujours vers la fin que c'est le plus critique. Le temps d'apprentissage de certains outils qui est finalement qui est sous-estimé parce enfin moi, SolidWorks, ça fait 20 ans que je l'utilise, donc forcément, j'ai moins conscience du temps qu'il faut pour les élèves
de réussir à le maîtriser suffisamment pour aboutir à des maquettes qui soient, enfin, qui ne leur prennent pas des jours et des jours. Et finalement, les élèves, ils n'ont pas l'expérience, ils perdent beaucoup de temps des fois parce qu'ils sont pas, enfin voilà, ils n'ont pas la maîtrise de l'outil. Et ça c'est, voilà, ils ont passé beaucoup de. Enfin, ma conclusion, c'est ils ont passé trop de temps sur la partie modélisation 3D et du coup, ils n'ont pas assez programmé à mon goût. Il y en a qui ont programmé, mais pas tous. Et, et en moyenne, globalement, voilà, il y a quelques élèves qui ont vraiment été en pointe, mais j'ai un tiers d'élèves qui a pas assez touché aux cartes. Ça, j'en ai conscience. Et voilà, c'est une chose sur laquelle moi je serais vigilant cette année en disant non, il faut que je sois moins ambitieux sur la partie modélisation 3D et qu'ils aient plus le temps pour la programmation. Et puis le problème du montage vidéo, parce que ça, c'est pas dans les programmes et ça prend un temps fou. Et donc globalement, enfin, c'est pareil, il faut réussir à trouver un élève qui, de par son expérience personnelle, a l'habitude de faire du montage parce qu'il a une chaîne YouTube, et qu'on lui dise, bah allez, je te donne les rushs, et puis il va falloir que tu travailles chez toi le week-end, parce que là, on n'a pas le temps de terminer pour ça. Et puis mettre un petit coup de polish avec l'élève en question à la fin. Mais ça, ouais, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et sur lequel on n'en a pas, en fait. Enfin, moi, dans mon planning, j'avais pas dédié de séance sur le montage vidéo, en fait. Parce qu'en plus, ça concerne pas tous les élèves, on peut pas être à 15 à faire du montage. Donc ça concerne un ou deux élèves, et puis après, il faut qu'on soit derrière pour aider à finir, quoi. Et puis sur les points positifs, par contre, c'est Alors, bah je forcément reviens ça. sur le Oui. montage vidéo parce que Christina en a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur le fait qu'il y avait, je crois, une seule élève également qui s'était Mm. occupée au montage. Et en effet, la partie montage, c'est une partie créative, c'est vraiment un choix. On peut pas être à plusieurs derrière à dire ce qu'on va garder, ce qu'on va couper, choisir la musique. Éventuellement, on peut se partager un peu, se répartir les rôles. Trouve-moi une musique une bande son en un tapis sonore, mais un montage qui serait fait à plusieurs, un peu comme ce dont tu parlais sur quelques-uns qui travaillent sur le hangar, et puis d'autres qui travaillent sur la maquette 2, et puis deux classes qui travaillent en parallèle sans trop savoir ce qu'elles vont faire. Si au final on se met à regarder les rushs et se dire, mais là, si on met les deux bout à bout, ça ne veut rien dire, ça va être problématique. Donc c'est vrai que cette étape-là, elle est souvent réalisée par une seule personne, deux maximum, mais Mm. de par le temps que ça nécessite, d'avoir l'ordinateur, d'avoir les rushs à disposition, d'avoir accès à l'ordi, et s'il faut demander, parce que non, c'est vrai que c'est souvent, c'est une problématique qui est importante à prendre en compte, c'est vrai. Mais ça permet aussi de valoriser après le travail des élèves parce on a quelque chose de tangible à présenter aux parents, à présenter à l'établissement. Voilà, c'est assez valorisant pour les élèves. Nous, je sais que depuis peu, on a des télés qui sont dans quelques postes clés au niveau de l'établissement. Ça a permis de diffuser la vidéo pendant une semaine en fin d'année et finalement, tout le monde était plus ou moins au courant qu'il y avait eu quelque chose comme ça au lycée. Et ça, c'était valorisant pour les élèves, quoi. Je vois le chat là, le robot c'était un McQueen tout court, c'était pas un McQueen Plus. Mais je pense que ça posera pas de problème avec le McQueen Plus. Le but c'est, tant qu'on peut accrocher la caméra dessus, on est tranquille. Sinon, donc les points positifs, bah, ça implique les élèves, parce que je leur dis dès le début, il ne s'agit pas de si on aboutit à rien, c'est pas grave. Bah non, il faut qu'on produise un truc, il faut on ait un rendu à rendre. Donc ça me permet aussi de leur mettre un peu de pression sur le respect des délais, etc. Donc ça, c'est pas mal pour les élèves, ça permet de les impliquer. Je sais que pour l'Académie d'Orléans-Tours, on a eu des journées départementales, donc on a eu un jury qui est venu évaluer, où les élèves ont dû présenter à l'oral le résultat de leur travail. Donc ça, c'est pareil, c'est une première expérience pour eux. Alors je sais qu'ils ont passé un oral pour le brevet, mais là, c'est devant un jury. En plus, il y a la petite, comment dire, la petite pression d'avoir à répéter, à présenter. Il faut que la maquette fonctionne à l'instant T pour que quand le jury passe. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les élèves. Le fait d'avoir une deadline. Enfin voilà, j'avais un collègue qui disait sans pression, pas de débit. Donc là, il y a une pression parce qu'il y a une date de fin. Donc ça oblige un peu à se motiver. Et c'est pas, ouais, c'est pas grave si on n'a pas fini. Si, si, il faut que faut qu'on ait quelque chose de présentable, même si c'est pas aussi performant que ce qu'on avait imaginé au départ. C'est des fois aussi accepter de revoir les ambitions un peu à la baisse, mais d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est normal, c'est du projet, on ne connaît pas à l'avance le fonctionnement, sinon ça serait pas drôle. Et puis ce qui plaît aussi, et ce que moi j'aime bien, c'est l'articulation entre le réel et le numérique. C'est que faire que de la programmation sur écran, bah, pour les élèves, au bout d'un moment, c'est pas super motivant.
Et puis faire une maquette, c'est bien beau de faire des maquettes, mais si derrière il n'y a pas de capteur, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de mouvement, bah, on fait un pot à crayon, on fait un support de téléphone, mais bon, on a vite fait le tour. Donc là, on a l'avantage de pouvoir allier et la réalisation de prototypes et la partie programmation. Et ça fait longtemps que je travaille comme ça, et en général, les élèves sont plutôt contents à la fin d'avoir un produit tangible où il y a un petit peu d'intelligence derrière, quoi. Est-ce que ça permet, alors il y a une question dans le chat sur l'alimentation de la caméra par rapport au robot McQueen. Est-ce qu'elle était suffisante? Bah oui, oui, j'ai pas eu de problème. Alors effectivement, ça bouffe les piles assez rapidement, donc il faut prévoir des piles de rechange si tu veux le faire la manip pendant enfin, une demi-heure, ça passe sans problème. Au-delà d'une demi-heure, c'est vrai qu'il faut avoir les piles de rechange, quoi. Oui, oui, oui. Moi je pense que dans des conditions, ouais, il me semble que j'avais quand même fait tourner le robot, donc il était en mouvement en permanence et la caméra était alimentée. Effectivement, l'autonomie était un peu moins d'une heure. C'est ça. Donc faut prévoir la gestion des piles rechargeables dans le labo pour que d'une semaine à l'autre, on ait rechargé les piles, quoi. C'est pour ça que dans le kit, on a mis plusieurs Mm, piles tout à fait. et les accus, enfin les accus et les chargeurs. Je reviens sur l'articulation entre programmation et modélisation. Est-ce que ça permet pas justement au sein de l'équipe d'élèves, pour ceux et celles qui seraient plus intéressés par tel domaine ou tel autre, entre la programmation et la 3D, de se consacrer peut-être un peu plus à ce qui C'est leur comme ça que plaît? je fais. C'est comme ça que je fais. J'essaie de faire en sorte que dans chaque sous-ensemble, que ça soit le hangar à vélo, le hangar de maintenance du tram, il y a une partie où il y en a qui passent du temps à modéliser, et puis il y en a qui passent à voir comment on peut programmer pour détecter, comment on peut faire ouvrir le servomoteur pour déverrouiller la porte. Enfin, il y a des tas de petits exemples que là, j'ai pas le détail, mais il y avait un petit abri à vélo où en fait on avait collé un aimant sur un servomoteur. Et en fait, le servomoteur pivotait de 90 degrés et quand l'aimant n'était pas en face de la porte, ça permettait d'ouvrir la porte ou pas. Et c'était pour essayer de calquer un petit peu le fonctionnement des abris à vélo qu'on a à côté des arrêts de tram à Tours, où il y a des abris à vélo qui sont sécurisés avec des portes et le système de verrouillage des portes, il est électromagnétique, quoi. D'ailleurs, Donc on quand on trichait un parlait peu avec le de... servomoteur parce que c'était pas un électroaimant, parce que c'était un peu imposant et pour la taille de la maquette, sinon en termes d'échelle, c'était vraiment catastrophique. Mais en jouant avec des petits aimants sur un servomoteur, ça marchait plutôt pas mal. Et quand tu me présentais le projet justement sur les aimants, le fait que la carte microbit ait ce capteur, Ce magnétomètre, ouais. ce magnétomètre intégré, pouvait jouer avec l'aimant, mais finalement, quand l'aimant était trop près, la mesure n'était plus fiable, c'est ça? Alors, c'était pas qu'il était trop près, c'est que en fait, il s'en servait pour détecter. En fait, il faisait faire une impulsion sur le magnétomètre à chaque fois que le tram passait à proximité d'un aimant, ce qui permettait de détecter en fonction du nombre d'impulsions s'il était plus ou moins près de la gare. Mais si après, il y avait un aimant qui était au niveau de la gare et que le tram s'arrêtait à ce niveau-là, en fait, il faisait des impulsions toutes les secondes et du coup, la mesure de la distance était complètement faussée parce que forcément, l'aimant étant à proximité du capteur, finalement, le compteur, il explosait alors qu'il devait s'arrêter entre 1 et 10. Au bout d'un moment, le compteur, il était à 25 et forcément, c'était une problématique parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'on puisse s'arrêter à proximité de l'aimant, en fait. Mais ce que je trouve intéressant dans vos deux projets, soit dans le cadre de la poubelle IA avec le cerveau qui n'était pas à 360 mais à 180 degrés, ou là, de l'impulsion électromagnétique qui change, qui nous met trop d'impulsion et qui change les valeurs attendues, à chaque fois, il faut qu'on tienne compte des aléas, du concret, du réel, et il faut s'adapter. Donc c'est ce qui est important et intéressant, je trouve, dans la démarche projet. Oui, bah, ça fait partie des choses. On part sur une idée, on vérifie, puis si ça marche pas, on essaye corriger ou de modifier l'idée de départ, quoi. Est-ce que ça peut aller jusqu'à revoir radicalement, drastiquement la nature du projet tel qu'il était imaginé au départ? Alors, la nature du projet, non, parce que, enfin, moi l'objectif, il est simple. Après, l'objectif, c'était de pouvoir afficher sur le quai de gare, là, la distance d'approche du tram. Donc, au départ, mes élèves, d'ailleurs, ils n'étaient pas partis sur les aimants. Ils étaient partis sur un chronométrage. Donc, ils étaient partis sur une vitesse du tramway. Et en fonction du top départ, ils essayaient d'afficher la valeur. Mais ils se sont rendus compte avec le temps que la vitesse n'était pas constante, que si les piles étaient un peu moins chargées que la fois d'avant, et ben, le timer, il marchait plus. Donc, au départ, ils n'étaient pas partis sur les aimants. Et c'est après, quand j'ai vu que leur impasse de chronométrage, c'était trop imprécis et que enfin, ça allait pas aboutir à quelque chose de satisfaisant, où je leur ai proposé de se dire, eh ben oui, mais il y a un magnétomètre. Et on pourrait pas tester pour voir si on est capable de détecter l'aimant au passage du tram. Donc après, il fallait voir est-ce qu'ils étaient capables de détester, à quelle distance.
Le magnétomètre, il est 3D. Alors, est-ce qu'on détecte sur un axe? Est-ce Hmm. qu'on détecte le champ magnétique tout court? On s'est rendu compte que le magnétomètre, il est très sensible en fait, parce qu'il est en nanotesla. Et donc, on a même divisé la valeur par 1000 du capteur pour avoir une valeur qui soit pas trop importante. Donc, c'est comme ça, c'est des petites choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis, bah, il y a un moment donné, on s'arrête à un système, on dit, bon, on va essayer de... Ça devrait pouvoir fonctionner comme ça, on va essayer d'arriver à quelque chose de concluant. Mais si je devais le refaire cette année, on ne le referait pas de la même façon. Enfin, je les conseillerais plutôt dans une direction plutôt qu'une autre, sans leur donner la solution. C'est ça l'objectif. Mais Bon, merci beaucoup, Laurent. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce projet? Sur la dernière diapo, j'ai ouais. question technique. L'Evskillen se branche donc derrière le capteur de distance. Alors moi, je vous avoue Ah, que sur le McQueen, hein. j'avais, ouais, je crois qu'il faut C'est une ça, Thierry, réhausse. j'imagine, hein. Il faut une réhausse, je crois, si on veut pouvoir mettre les deux. Et Oui, comme je crois que j'avais pas la réhausse au départ, moi j'ai dû virer carrément l'ultrason en mettant que la caméra, je crois. oui, Mais pour il un est montage possible de sur mettre les le. deux Hmm. avec une petite pièce d'adaptation qui permet de surélever et de faire en sorte que les deux tiennent. Il faudra mettre, je pense, des entretoises ou Ouais, effectivement mais je crois qu'il surélever y avait une petite la. pièce en impression 3D qui avait été faite pour pouvoir mettre la caméra au-dessus du l'ultrason de mémoire. Mais je crois que moi j'avais viré l'ultrason au bout d'un moment. Sur le McQueen, en tout cas, oui. Le plus simple, c'est sans doute d'avoir la place de monter la caméra à la place du capteur ultrason. Le robot McQueen Plus, lui, a un étage supplémentaire qui permet de garder, le conserver les deux. Et alors, comment se fait la connexion? C'est le même fabricant entre la caméra Husky Lens et le robot McQueen. C'est DF Robot qui fabrique les deux. Et donc, la caméra, elle est fournie avec un câble rouge-noir pour l'alimentation, et du bleu et du vert pour les données. Et ça se branche directement juste à l'arrière du capteur ultrason. Il y a quatre broches qui dépassent sur le branchement I2C. Il faut bien respecter les couleurs. Euh, Alors de mémoire, avec la caméra, il fournit une doc où il y a la photo de l'endroit où il faut brancher les câbles, hein. Quand j'ai Ça se reçu le fait. matériel, hein, j'ai scrupuleusement suivi la doc et ça s'est bien passé. Alors c'est pas toujours facile d'accès, donc faut avoir des petits doigts ou prendre une pince à épiler pour être sûr. Mais Oui, et puis on va pas s'amuser sans doute à brancher, débrancher pour. non, en général, les McQueen sur lesquels la caméra est branchée, moi là pour le coup, j'ai 4 McQueen qui sont dédiés aux caméras, quoi. Et Thierry et les autres, je vous rappelle, si vous avez une question, n'hésitez pas, je vous remets dans le chat l'adresse générique qui est swecode@cgenial.org. Pour toute question, je suis là pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Laurent. Bah de rien. Et puis pour le temps qui nous reste, donc merci à Christina et Laurent. Si vous avez des obligations, je vous libère, bien sûr, bien évidemment. Il me restait, je m'étais dit qu'il resterait un petit peu de temps pour présenter un autre usage. Et comme je vous demande systématiquement de compléter le questionnaire de satisfaction, qui me permet d'essayer de tenir compte de vos remarques, on m'a dit, mais il y a toujours des exemples avec VitaScience. Alors je me suis dit, mais effectivement, pourquoi pas prendre un exemple avec McCode, toujours avec la caméra Husky Lens. Donc je vous mets dans le chat également, et il sera disponible en partage de fichiers, et je vais vous partager mon écran. Cette fois-ci, un exemple avec l'interface de programmation MakeCode, puisque c'est tout à fait compatible et ça pose aucun problème. Donc, je vais vous partager mon écran. Cette fois-ci, alors, la différence est, j'avais plusieurs éléments à vous présenter. D'une part, le fait que ici, si les blocs Husky Lens apparaissent, c'est la différence principale entre MakeCode et VitaScience, c'est qu'il faut rajouter une extension. Les blocs de programmation Husky Lens ne sont pas présents par défaut, donc il faut aller ici dans la partie extension, vous tapez simplement le début, Husky, et vous allez voir donc DF Robot, le fabricant, Husky Lens. Je peux bien recliquer, donc vous voyez, vous avez vu apparaître Adding Extension. Alors, toute mon interface est bien en français, mais il y a souvent des blocs et souvent des blocs externes qui sont, en anglais. Donc là, tous les blocs dédiés à la caméra Husky Lens vont être en anglais et vous avez une catégorie principale et une sous-catégorie, en tous les cas un champ plus. Donc il faut bien penser à les regarder dans les deux blocs.
La grosse différence, alors un peu comme dans Vitation, quand vous allez survoler un élément, vous allez avoir une pop-up qui vous dit à quoi ce bloc va bien pouvoir vous être utile. La différence, c'est que vous avez un premier bloc d'initialisation du port I2C que j'ai mis au tout début de mon programme. Et j'ai également indiqué que j'allais tout oublier au début de mon programme. On n'est pas obligé de le mettre, mais là, j'ai voulu le rajouter. Et j'ai souhaité également prendre un exemple sur la reconnaissance de couleurs. La dernière fois, c'était la reconnaissance de visage et d'April Tag que j'avais pris en exemple. Donc cette fois-ci, je voulais changer. Reconnaissance de couleurs. Et j'ai tout effacé au démarrage de mon programme à l'arrière de la caméra. J'efface le texte que j'aurais pu charger. J'ai utilisé des variables. Alors, je vous donne quand même la nature du programme. J'ai voulu, à partir de certaines couleurs, que la caméra indique la plus grande zone détectée par certaines couleurs qui avaient été apprises. Donc, il y a du rouge, du jaune, du vert. Et au final, dans les différentes couleurs reconnues, quelle est la plus grande zone colorée détectée par la caméra? Est-ce que ce serait du jaune, du rouge ou du bleu? Et donc, l'identifiant max et les dimensions max vont être celles qui sont représentées par la zone colorée la plus grande. On parlait tout à l'heure, Laurent, dans le débugage, de petits flags, de petits éléments pour voir que tout se passe bien. Bah, au démarrage, moi j'aime bien afficher une icône, une coche, un sourire, quelque chose qui me dit que bah, déjà l'initialisation de la caméra s'est faite, je suis bien dans le mode, enfin voilà, je suis bien euh, dans mes valeurs nominatives, nominales par défaut, et si j'ai bien l'icône qui s'affiche, c'est que tout va bien. Les éléments qui permettent de programmer et de récupérer les données de la caméra étant en anglais. Donc ici, vous avez un bloc qui est pour récupérer le nombre total d'ID stocké déjà par la caméra. Et puis j'ai également, alors c'est la différence aussi avec Vitascience où les blocs, lorsque le bouton A et le bouton B s'intègrent dans la boucle toujours, dans la boucle répétée indéfiniment. Là, ces deux boutons sont dédiés, mais j'ai bien fait tout comme vous, c'est-à-dire que l'apprentissage se fait sur le bouton A, qui ici, avec le bloc Husky Lens, correspond au texte Learn ID once automatically. Et puis le bouton B va incrémenter ma variable, mon index, pour changer l'ID en cours d'apprentissage et le bouton A pour prendre de nouveau une série de photos. Si je descends un peu dans le code, alors on voit que les éléments récupérés pour les afficher, sont du texte et donc il faut passer par, dans l'onglet ici, avancer texte pour faire une concaténation et transformer des valeurs numériques en éléments texte. C'est la petite subtilité ici. Et moi, j'affiche en haut de la caméra, à l'arrière, donc sur l'écran, l'ID qui est en cours d'apprentissage. On peut écrire ce qu'on veut, hein. Et puis le bloc qui est toujours aussi important, request data once and save into the result, il est obligatoire d'utiliser pour que la carte microbit puisse récupérer ces données. Donc le request data va établir le lien, ce qu'a vu, ce qu'a détecté la caméra. La carte microbit va pouvoir le récupérer et l'utiliser ensuite. Et puis, alors moi j'ai demandé s'il y avait bien des éléments qui étaient détectés à l'écran. Donc j'affiche le nombre. Et donc je peux réafficher le nombre total d'éléments. Alors le distinguo ici, c'est le même que ce que j'avais évoqué la dernière fois entre les blocs et les flèches. Donc frame, qui sont la majeure partie des cas que l'on utilise, et arrow, une flèche, le mode suivi de ligne. Mais la plupart du temps, vous serez en mode frame. Et puis, si j'ai appris suffisamment d'éléments, je vais balayer. Donc là, j'ai utilisé une boucle répétée. Et je vais balayer pour détecter s'il y a un élément qui est... Alors, je prends la largeur et la hauteur, width et height, d'un certain élément. Et s'ils sont supérieurs, alors là, j'ai index. Et de l'autre côté, j'ai index plus 1, qui va me permettre de conserver l'élément le plus grand. Et donc, j'incrémente mes variables, définition, dimension max.
je fais une multiplication, c'est une proposition, hein. On va voir ce que ça donne juste après. Et puis j'ai un autre élément aussi à partager avec vous sur le paramétrage de la caméra Husky-Lens. Et là, cette fois-ci, ça se fait bien dans la caméra. Et puis je l'affiche un tout petit peu plus bas. Donc je suis resté en position en coordonnées X. Je vous rappelle que sur la caméra, le point 0, 0 est en haut à gauche et non pas en bas. Donc je suis resté sur ma position X et puis je me décale un petit peu dans les Y pour afficher plusieurs lignes. On doit pouvoir écrire 5 ou 6 lignes sur l'écran de la caméra. Alors je vais charger ce programme et puis on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Je me suis rendu compte que l'alimentation de mon ordinateur n'était pas assez puissante. Mon ordi chez moi donne suffisamment de courant pour alimenter alors je vais arrêter le partage, comme ça vous verrez mieux la caméra et le matériel et le montage. Je me suis rendu compte donc que mon ordi avait suffisamment de puissance à domicile pour alimenter et la carte microbit et la caméra Husky-Lens. C'est pas le cas ici au bureau, donc bah, je triche. Il y a un câble, alors je les ai différenciés en ici le câble rose qui me permet de charger le programme directement. Donc je l'avais déjà préchargé et puis de voir le résultat sur l'écran. Donc, je vois l'ID en cours. Donc, je peux faire un apprentissage en appuyant sur le bouton A. Et puis, le bouton B incrémente et m'indique que l'ID en cours, c'est le numéro 2. Si j'appuie sur le bouton B, je passe à la numéro 3. Et je pourrais appuyer sur le bouton A de la carte pour faire un apprentissage. Alors là, je pense que les zones colorées, c'est du grand n'importe quoi. À côté de ça, j'avais prévu un fichier tout simple euh, avec plusieurs zones colorées. Je vais l'ouvrir et le partager. Il va s'ouvrir ici. Je vous refais un petit partage d'écran. Je pourrais partager le contenu également. C'est vraiment une zone toute simple, mais qui va me permettre de refaire l'apprentissage. C'est pour ça qu'au début de mon programme, j'avais tout effacé. Donc si j'appuie sur le bouton Reset au dos, je vais revenir sur je n'ai rien en stock. Je reviens à des valeurs nulles par défaut et je vais pouvoir apprendre et le rouge et le jaune et le vert. Donc ce que vous voyez sur mon écran partagé. Donc, je vais faire l'apprentissage, mais avant ça, l'élément, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était le paramétrage de la caméra Husky-Lens qui, sans doute, par défaut, n'est capable que de retenir une seule valeur à la fois et non pas plusieurs. Donc, pour faire ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vais le faire ici, je vais vérifier si je vois bien moi aussi la caméra. En appuyant sur la molette, le menu de sélection, donc moi j'étais bien dans Color, Color Recognition. Si vous faites un appui long, vous avez un menu qui apparaît. Et là, vous voyez que je suis sur l'option Learn Multiple, donc un apprentissage multiple. Et si vous validez avec la molette de sélection, vous voyez que l'option d'apprentissage multiple n'était pas actif. Ce qui signifie qu'on peut uniquement mémoriser un ID et un seul. Et ce choix-là, de Learn Multiple, vous pouvez le valider pour chacune des catégories d'apprentissage. Reconnaissance de visage, suivi de ligne, reconnaissance de couleur, reconnaissance d'April Tag, etc. Donc il faut bien aller dans le menu, donc un appui long sur la molette de sélection, basculer pour activer, donc au lieu qu'il soit en gris, il bascule en bleu. De nouveau un appui long sur la molette pour valider. Et puis il faudra revenir sur l'option à gauche dans Save and Return pour activer et lui dire oui, oui, on veut bien valider ce paramétrage pour qu'il y ait un apprentissage multiple. Sinon, vous allez être limité à un seul identifiant pour l'apprentissage. Et comme moi, j'ai plusieurs couleurs et donc plusieurs ID, j'aurais été assez vite limité, mais physiquement, par un paramétrage de la caméra. Et donc là, si j'apprends la couleur rouge, donc je fais le... Là, vous êtes obligé de me prendre sur parole. Le rouge, c'est l'identifiant numéro 1. J'appuie sur le bouton B pour activer l'identifiant numéro 2. Et puis, je vais passer à l'apprentissage de la couleur jaune. J'ai bien mon ID 2.
Et j'appuie sur le bouton B pour passer à l'identifiant numéro 3, mais je le vérifie puisque c'est toujours écrit en haut de mon écran, ID en cours 3. J'apprends la couleur verte, et puis j'appuie sur le bouton B pour incrémenter. Je passe à l'ID 4 et je vais apprendre la couleur du fond. J'avais comme couleur de fond la couleur bleue. Si je repartage rapidement ce avec quoi j'ai fait mon apprentissage. Donc j'ai mon fond bleu et je vais apprendre à la caméra aussi ce que c'est que ce fond. Donc ça sera l'identifiant numéro 4. Et quand je m'éloigne, ben, j'ai ma ligne max qui m'indique la plus grande zone qui est reconnue, alors qui est plus ou moins reconnue. Tout dépend de... Là sur l'écran, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour la caméra, d'utiliser la luminosité, autant imprimer. Euh, mais en tous les cas, voilà, je voulais partager avec vous changer de mode d'apprentissage et basculer en mode reconnaissance de couleurs et puis l'utiliser pour, à partir de différents éléments reconnus par la caméra, que la caméra puisse indiquer l'ID qui était la couleur la plus représentée à l'écran, la plus détectée. Voilà un nouvel exemple que je voulais partager avec vous. Vous avez le programme que j'ai donc partagé, qui est donc cette fois-ci avec MakeCode. Je voulais également changer d'interface de programmation. Et puis on approche de l'heure de fin. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou d'autres commentaires, soit sur les projets qui ont été partagés, soit sur le dernier projet que j'ai souhaité partager avec vous, et cette fois-ci dans MakeCode, alors qui présente peut-être l'inconvénient supplémentaire d'être en anglais. Alors, les fichiers de la session numéro 1, ils sont en commentaire du visionnage de la vidéo. Merci Christina, merci Laurent d'avoir été présent et d'avoir partagé ces projets, comment ils ont évolué, comment vous avez pu les mettre en œuvre avec vos élèves. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation. Très bonne soirée, très bonne semaine et à bientôt.